faut qu'on comprenne dans quel contexte l'Alliance des États du Sahel elle-même elle est née. L'Alliance des États du Sahel est née d'une confrontation pendant plusieurs années entre nos pays en transition et la CEDEAO sur des incompréhensions et des différences d'appréciation majeures par rapport à notre relation de solidarité, relation de fraternité, relation d'intégration, relation aussi de coopération politique entre nos pays. Et je crois qu'à l'issue de cet affrontement entre ces pays et le reste des pays de la CEDEAO, surtout piloté par l'extérieur, je dois le dire. La grande différence que nous avons eue avec les autres pays membres de la CEDEAO, je n'allais même pas dire les autres, avec les autres gouvernements, parce qu'il n'y a pas de différence entre les pays, avec les autres gouvernements ou les dirigeants, ou certains dirigeants de la CEDEAO, c'était essentiellement le fait que beaucoup de ces dirigeants prenaient leurs ordres à Paris, à Washington, à Londres ou ailleurs. Et que ces pays ne décidaient pas sur le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée en fonction de leurs préoccupations propres, mais ils décident parce que le maître, entre guillemets, veut punir X, Y, et on le suit pour lui faire plaisir. Je pense qu'on est allé dans cette démarche et dans cette situation que nos pays ont été même illégalement sanctionnés. On a fermé nos frontières. Nous avons dit, et nous le redisons, il n'y a aucune base légale à la fermeture des frontières de nos pays. Je ne dis pas que la CEDEAO ne doit pas nous suspendre, parce que la suspension des instances de la CEDEAO est prévue par les textes. Mais la fermeture des frontières, pour ne prendre que cet exemple, ça n'existe dans aucun texte. Et je continue à le dire, personne jusqu'à ce jour n'a pu m'amener un article du traité de la CEDEAO qui dit qu'on peut fermer la frontière d'un pays. La deuxième chose, grande différence que nous avons eue avec eux, l'UEMOA, les sanctions économiques, la fermeture de nos banques, la fermeture de nos comptes. Mais ça n'existe nulle part. D'abord, l'UEMOA et la CEDEAO sont deux organisations distinctes. Aucun lien entre les deux traités, du point de vue organique et fonctionnel. Pourtant, vous avez vu que les sommets de l'UEMOA qui endossent les sanctions de la CEDEAO se tiennent même avant les sommets de la CEDEAO. Comment tu peux endosser des décisions d'un sommet qui ne s'est pas tenu? Quel est le texte de l'UEMOA qui prévoit que nos sommets se tiennent dans un pays tiers, qui n'est pas un pays membre de l'UEMOA? L'article 4 des statuts de la BCEAO indique que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne peut recevoir d'instructions, de directives d'aucun autre organe, y compris la conférence des chefs d'État. Mais on ne peut pas donner notre souveraineté à des organisations qui nous les renvoient sous forme d'armes pour punir nos populations, parce que les problèmes politiques, on doit les régler à notre niveau. Ça, c'était vraiment la première grande différence qui a fait que ces organisations ont commencé à apparaître plus comme des menaces, des instruments, pas seulement contre les dirigeants, mais contre les populations de ces pays. Je pense que la plus grosse erreur, en tout cas de notre côté, a été la décision de faire une intervention militaire au Niger. Et sur quelle base? De dire que bon, on va installer un chef d'État qui a été renversé. Et ça encore, c'est quelque chose qui est décidé de l'extérieur. La CEDEAO, nous connaissons depuis 30 ans, la CEDEAO est une force en attente, qui est d'ailleurs toujours en attente. Elle n'a jamais mené aucune opération nulle part. Et subitement, cette force-là s'est réveillée et elle dit qu'elle va aller attaquer le Niger. À partir de cet instant, nous nous disons que bon, ce ne sont plus que des menaces, il faut qu'on se réveille. Parce que nous étions convaincus que si on attaquait le Niger, on allait arriver au Burkina et au Mali. C'est pourquoi nous, on n'a pas hésité. On avait deux options. Soit on s'assoit, on s'est dit que bon, peut-être que c'est pas vrai, on les attend. Le jour où ils sont à la porte de Bamako, on va y croire. Ou bien, on se lève maintenant, mais on meurt quand même les armes à la main. On a décidé de cette deuxième option. Avec le Burkina, on a signé immédiatement un communiqué pour dire que si le Niger est attaqué, considérez que nous sommes en guerre contre vous. C'est-à-dire qu'il faut que nous transformions nos organisations régionales pour que ces organisations régionales
soit le reflet de nos besoins, de nos préoccupations, et que nos organisations soient pilotées par des leaderships véritablement africains, que ces organisations ne soient pas télécommandées de l'extérieur, ne soient pas sujets à une ingérence extérieure. C'est le problème qu'on a eu avec la CEDEAO, avec l'UEMOA en particulier. Nos pays ont été sanctionnés parce que la télécommande était à Paris ou ailleurs. On ne peut pas abandonner une partie de sa souveraineté à une organisation et que cette partie de la souveraineté soit utilisée comme une arme contre nous. On met nos sous à une banque centrale, demain, la banque centrale devient une arme qu'on utilise contre toi. Tu adhères au traité d'une organisation, demain on utilise ces traités pour fermer tes frontières. On n'utilise même pas le traité, parce qu'en fait c'est souvent un club. Un ou deux dirigeants décident qu'on va fermer la frontière au Mali, et d'une capitale extérieure, quelqu'un décide que le Mali doit être sanctionné, et le Mali est sanctionné. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes, mais nous avons adhéré à ces organisations en tant qu'État souverain. Le Mali et d'autres pays, le Burkina, le Niger, le Tchad ou d'autres. Mais c'est nous qui avons créé ces organisations. Elles n'ont pas créé nos pays qui sont des pays éternels. Donc ça aussi, il faut qu'on intègre cela. Ces organisations ne peuvent pas nous contrôler. Et nous n'allons pas abandonner notre souveraineté à des organisations qui ne sont pas contrôlées par nous-mêmes.